Cité des sciences et de l'industrie fait partie de ces institutions qui ouvrent leurs portes aux jeux vidéo en tant qu'art et objet d'étude. Chef de projet jeux vidéo de l'établissement, Fabrice Laurie, qui a travaillé quelques années pour Cryo Networks à la fin des années 90, a contribué à l'essor de cette thématique en son sein. C'est toujours un peu délicat de faire entrer jeux vidéo dans l'institution et en fait ça a été surtout l'idée c'était de pouvoir un peu commencer à vulgariser, à faire de la médiation autour de ce nouveau média qu'est le jeu vidéo parce que à l'instar des autres médias, voilà, ils peuvent véhiculer tout et n'importe quoi, donc on avait comme mission de pouvoir apporter une petite fiche de lecture pour le public, le grand public, les scolaires et autres, pour essayer d'expliquer que toutes les ficelles du jeu vidéo sur différents axes. Le premier, ça a été l'axe technologique, c'est-à-dire que pendant 40 ans de jeux vidéo, il y a eu de nombreuses innovations technologiques qu'ils ont pu apporter dans la société, en démocratisant la micro-informatique, en démocratisant des interfaces homme-machine. Ça me semblait très intéressant de présenter un petit peu cet axe-là, et au moins en tout cas rendre aux jeux vidéo ses lettres de noblesse sur la question d'avoir quand même apporté de nombreuses innovations dans le domaine du numérique. C'est-à-dire tout ce qui est web, intelligence artificielle, graphisme, son, musique, j'en passe les meilleurs. Ça, c'est le premier axe. Ensuite, la deuxième mission qui nous a semblé importante, c'était de présenter un peu le jeu vidéo et ses coulisses, entre autres comment on fabrique un jeu vidéo, parce qu'aujourd'hui, il y a de nombreux métiers émergents qui sont apparus dans le jeu vidéo. Donc il y a beaucoup d'intérêt pour nous, c'est de susciter un peu aux vocations technologiques, culturelles et artistiques. Donc on a organisé pas mal de choses autour de ça, au sein de l'exposition, au sein aussi de la programmation. Une exposition dédiée aux jeux vidéo, à laquelle nous avons d'ailleurs consacré un précédent reportage visible sur No Life Online et Noco, a en effet été accueillie par la Cité des sciences et de l'industrie. Ouverte le 22 octobre 2013, le jeu vidéo L'Expo fermera ses portes le 22 août prochain. Parallèlement à celle-ci, des ateliers complémentaires sont organisés pour des élèves de la 4e à la terminale. Et parallèlement à ces ateliers liés à l'Expo, d'autres encore sont régulièrement organisés par la Cité des sciences et de l'industrie ainsi que Isart Digital. Là, on est dans l'atelier que la Cité des sciences a prévu pour une initiation au métier du jeu vidéo. Aujourd'hui, on fait un atelier sur le level design. Donc on ne va pas utiliser d'ordinateur pour ce faire, on va utiliser de la pâte à modeler, du carton-plume et des billes pour initier en fait à qu'est-ce que c'est que le level design. On a deux autres ateliers qui sont basés sur les deux autres grands métiers du jeu vidéo. On a un atelier de création de personnages, de chara design, et un autre de programmation. Donc ça correspond aux trois grandes formations qu'on a à Isart sur le pôle jeu vidéo. Eddy est enseignant et responsable pédagogique Game Design à Isart Digital. Il est également game designer de profession, et ce depuis 9 ans, métier qu'il continue d'exercer régulièrement pour divers studios. Pour prendre des exemples récents, il a travaillé sur le jeu vidéo Les Cités d'Or et le projet de tactical RPG connecté Prodigy, ainsi que sur le très sympathique Pouf vs The Curse Kitty, cette fois-ci en tant que consultant. Et parallèlement à toutes ces activités, Eddy anime l'atelier consacré au level design qui nous intéresse aujourd'hui. L'atelier cible essentiellement les 14-16 ans. Ensuite, on est très souple, il ne s'agit pas d'être strict sur l'accès. Il y a même des parents des fois, qui accompagnent les enfants quand il ne s'agit pas de classe. L'objectif, c'est de faire comprendre ce que c'est que le level design, ce qui généralement n'est pas très bien compris. Le game design, tout le monde sait un petit peu ce que c'est, tout le monde fantasme sur... Pour eux, c'est Miyamoto, c'est Kojima, c'est des gens qui décident, c'est des gens qui sont dans une grande tour d'ivoire et qui disent le jeu ce sera ça, exécuté maintenant. Donc c'est aussi pour communiquer sur le fait que c'est aussi mettre la main à la pâte, c'est aussi mettre les mains dans le cambouis, faire, se poser des questions, échouer, réessayer, et toujours au service du joueur. Ces ateliers durent entre 1h30 et 2h, les élèves reçus à l'occasion du tournage étant plus jeunes que d'habitude. Âgés de 12 ans environ, ils arrivaient tous du collège, accompagnés de professeurs ayant parfaitement conscience des vertus pédagogiques du jeu vidéo, mais nous en reparlerons plus tard. Revenons d'abord sur l'atelier et sa conception. L'exercice qu'on fait ici avec la pâte à modeler, c'est un exercice qu'on fait aussi pour les étudiants d'Isart sur un format plus vaste, plus complexe, plus long, avec des enjeux plus précis, mais qui a l'avantage d'être basé sur quelque chose de très intuitif en fait. On ne va pas donner de théorie au début de l'atelier, on va laisser les gens faire, et spontanément, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils recréent tout le processus de création d'un jeu. Spontanément, ils prennent une feuille de papier, un crayon, et ils vont dessiner finalement leur tremplin qu'ils veulent absolument faire, leur niveau en escargot. Ils vont le faire pour communiquer, pour formaliser leurs idées. Donc sans même leur avoir donné aucune indication, ils recréent
à petite échelle le processus de création finalement d'un niveau. Donc avec cette logique de LD papier qu'on retrouve dans les grosses prods de jeux, avec la notion de playtest qu'on intègre ici aujourd'hui, il ne s'agit pas juste de faire un niveau et ensuite de le mettre de côté. La finalité, c'est de faire jouer quelqu'un, de voir cette personne qui joue, de voir si ça marche, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et surtout de modifier derrière et de refaire tester, et bien faire comprendre qu'on est au service d'un joueur. Comme vous pouvez le constater, les ordinateurs disposés le long des murs sont éteints. En fait, ils ne sont pas du tout mis à contribution. On ne passe pas sur des ordinateurs ensuite pour concrétiser, mais finalement ce ne serait pas concrétisé, ce serait virtualiser quelque chose qui est déjà très concret. Donc en fait, pour nous, notre objectif, qui est un objectif pédagogique, de bien faire comprendre la position, le fait que ce ne soit pas sur un ordinateur ne pose aucun problème, parce que finalement, là on est en train de parler de ce qui fait la nature du game et du level design, c'est vraiment en empathie avec le joueur. Et ça, c'est quelque chose qui s'applique, que ce soit pour créer un jeu de société, que ce soit pour créer n'importe quel type de jeu, quel que soit le support. Donc d'un point de vue de game designer, d'un point de vue de level designer, la machine n'est qu'un prétexte finalement pour faire émerger une expérience de jeu. Donc là, on est sur quelque chose de très rapide, très intuitif. Tout le monde a déjà fait de la pâte à modeler, mais ce qui fait la différence, c'est qu'on fait de la pâte à modeler pour construire un labyrinthe à billes. Donc on donne un objectif très clair aux participants, c'est de faire un niveau qui se joue en environ 1 minute. Et évidemment qui procure des sensations particulières aux joueurs. Donc il y a des gens qui vont faire quelque chose basé sur la vitesse ou des choses avec beaucoup de pièges, beaucoup de trous dans lesquels on peut tomber. Et là on sent que la personnalité des designers s'exprime dans quelle expérience ils ont voulu donner. Donc sans ordinateur, pour nous l'objectif est rempli. Le jeu vidéo est encore aujourd'hui avant tout perçu comme un loisir pour enfants. On peut donc s'interroger sur la perception de ce média et des innombrables métiers qui lui sont associés par les jeunes élèves accueillis dans ces ateliers. Je pense que tous les game designers, tous les level designers professionnels ont entendu cette remarque de oui d'accord, ok tu fais du game design mais qu'est-ce que tu fais dans la vie quoi? Je te demande pas tes hobbies, je te demande ton métier, qu'est-ce qui te fait manger. Donc tout le monde, et en particulier les gens qui viennent pour les stages, tout le monde a bien conscience qu'il existe des gens qui vivent de ça, mais il y en a peu qui se projettent dans la possibilité d'en faire leur métier. Parce qu'ils ont l'impression que c'est quelque chose de très nébuleux, de très distant, alors que il y en a dans ces étudiants qui n'ont pas conscience que ça pourrait les intéresser, qui ont des fois un potentiel justement très fort. Ce qu'il faut, c'est justement d'avoir cette créativité, cette rationalité, cette empathie envers le joueur et l'envie de faire des jeux pour les autres. Comme Fabrice Loury l'a également déclaré au début de ce reportage, l'idée de ces ateliers, et plus globalement la place accordée aux jeux vidéo dans une institution telle que la Cité des Sciences et de l'Industrie, vise à créer des vocations. Qui sait ? Parmi tous ces jeunes adolescents se cache peut-être le prochain Marc Cerny, le grand architecte de la PS4, qui a lancé sa carrière en créant le mythique Marble Madness à l'âge de 18 ans. Un jeu où l'on contrôlait une bille dans des labyrinthes. Les élèves de 5e et 6e qui participaient à l'atelier étaient venus du collège Paul-Éluard où quelques professeurs ont mis en place le projet Éducation à la pratique vidéoludique. Un projet passionnant qui mènera les élèves à créer un jeu de rôle et à élaborer un scénario de jeu vidéo sur lequel nous reviendrons dans un prochain Extra Life.